Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour le premier numéro de l'année 2021 de Green White Checkered, votre talk vidéo et audio préféré, on n'en doute pas, consacré au sport auto. Laurent-Frédéric Bollet, ravi vraiment de vous avoir toujours à nos côtés. Et puis Maxime Potard, qui est de l'autre côté des Ardennes, on va dire, en Belgique, mais qu'on retrouve avec plaisir. Salut Maxime. Bonjour LFB, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce premier épisode de l'année. Bonne année à tous, meilleurs vœux, surtout, comme on dit, la santé. Et c'est vrai que cette année, plus que d'habitude, on va le mentionner. Donc prêt à repartir avec toi sur notre rythme, hein, toutes les 2 semaines. On va partir un petit peu sur l'actualité. Et cette semaine, on va pas déroger à la règle, puisque je crois qu'on va commencer par de la F1. C'est la tradition dans la partie Green Flag, bien sûr. Oui, voilà, non, on va garder les bonnes habitudes, ça c'est sûr, avec une partie F1 pour démarrer. Juste pour te souhaiter évidemment aussi une très bonne année 2021 à toi et à tes proches, mon cher Maxime. Tous nos voeux à vous tous. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre évidemment sur nos chaînes YouTube respectives, mais il y a une petite nouveauté depuis quelques jours, quelques semaines, pas plus. C'est qu'on est aussi visible sur les télévisions connectées Samsung Smart TV avec la chaîne Motor Racing TV, voilà, qui nous reprend également, donc ça fait une autre déclinaison, c'est très sympa, on en est bien content, et ça fait donc une nouvelle possibilité pour nous suivre. Bon, Maxime, t'as bien profité de tes fêtes pour recharger éventuellement les batteries, tout ça, t'es en forme? Écoute, en respectant les règles en vigueur dans mon beau pays qu'est la Belgique, oui, on est resté en petit comité, en famille, mais on a bien mangé, on a bien bu, on a festoyé comme on le pouvait, il faut le dire, donc on a bien pu recharger un peu les batteries. En parlant de batteries, justement, on va en parler, puisqu'il y aura aussi de l'électrique un peu avec la Formule 1 est annulé, bref, je ne vais pas encore spoiler le programme du jour. Nouveauté aussi, mon cher LFB, grâce justement à cette nouvelle collaboration sur les télé Samsung avec cette nouvelle chaîne, nous allons pouvoir vous montrer des images désormais de certaines compétitions. Et on va commencer aussi avec le trophée Andros, qui est un petit peu l'actualité. C'est l'hiver, hein, donc voilà, on va se caler un petit peu sur l'actu du moment, parce que malgré que les nombreux championnats soient arrêtés ou en transition ou en période hivernale, il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur les pistes à travers l'Europe et à travers le monde, il faut le dire. Oui, non, mais on va le dire, on va parler dans quelques instants du Dakar et on va parler du trophée Andros. Voilà, donc restez avec nous parce que le menu, il est quand même sympa. Allez, Maxime, on agite le drapeau vert, green, la partie green, c'est parti, et on va parler Formule 1. Alors, on va parler Formule 1, vous allez me dire, oh, mais c'est l'intersaison, il se passe rien. Mais si, il se passe toujours quelque chose en Formule 1. Et on a globalement deux thématiques là qu'il faut qu'on développe aujourd'hui avec vous, parce que c'est l'actu, parce que c'est depuis hier, au moment où on enregistre, on peut vous le dire, depuis hier, ça y est, le monde entier bruit d'une rumeur comme quoi le Grand Prix d'Australie va être au mieux reporté, si ce n'est, pourquoi pas annulé, enfin comme un peu l'an dernier. Et donc, on va en parler parce que ça y est, on y est. On n'en est pas encore sorti de cette histoire, évidemment. Et ça, je ne vous cache pas qu'on pouvait s'en douter quand même. Et donc, l'Australie, c'est le 21 mars, hein, je vous le rappelle, théoriquement, ce premier Grand Prix de la saison. C'est dans 2 mois et demi. Et à l'échelle, évidemment, des organisations aussi importantes qu'un championnat du monde de Formule 1, c'est demain, quoi. Alors, Maxime, avant de te donner la parole pour que tu me dises éventuellement ce que tu ressens, moi, je t'annonce que j'ai été voir ce matin mes réseaux australiens, tu sais que j'en ai quelques-uns, j'ai été voir les dernières news en provenance d'Australie, donc il y a quand même eu une communication officielle de la ministre... Alors, Emergency Service en anglais, donc je comprends qu'il y a une ministre des urgences, on va dire... De la crise, peut-être. Oui, voilà... Je parle bien de l'état de Victoria, qui est l'état où il y a la ville de Melbourne, parce qu'en Australie, l'état fédéral, c'est bien par état. Bon, alors elle dit qu'à ce jour, non, aucune décision n'a été prise pour l'instant, reporter le Grand Prix d'Australie, qu'on continue d'être en relation avec la FIA et la Formule 1 pour voir ce qu'il en est, et donc on vous tiendra informé s'il y a des nouvelles, mais pour l'instant, pas d'officialisation de report. Donc, du côté de l'Australie, on repousse un petit peu cette annonce, même si beaucoup la considèrent comme inéluctable. Est-ce que toi aussi, ce serait ton sentiment ? Oui, j'ai l'impression de, tu sais, un peu à l'image d'une série Netflix, d'avoir la saison 2 du Covid qui arrive en Formule 1, bis repetita en Australie. Alors l'année passée, on a eu la chance d'avoir des voitures installées, des équipes, et c'est McLaren qui a un petit peu tiré la sonnette d'alarme avec les premiers cas dans l'équipe, ce qui a bien freiné d'un coup le week-end australien, au point qu'aucune voiture n'a roulé il y a tout juste 1 an. Je pense qu'on va revivre la même expérience cette année, c'est avec
beaucoup de craintes que je vois arriver le mois de mars, pas seulement en Formule 1, parce qu'on sait qu'il y a déjà d'autres annulations ailleurs et ailleurs dans le monde, mais c'est vrai qu'en Australie, la loi, si on peut dire, en tout cas la réglementation est un petit peu particulière selon les États. Tu l'as très bien expliqué lorsqu'on évoquait le supercar en Australie il y a quelques semaines, et c'est vrai que j'ai un peu peur justement de cette prise de risque et que ça donne malheureusement, eh bien, comme on peut dire, le ton sur le reste de la saison. Donc, est-ce que le Grand Prix sera maintenu? On sait qu'il y a un protocole sanitaire qui est désormais en place, il n'y a pas d'urgence de la part de la F1. Maintenant, est-ce que l'État, le pays va accepter que ce protocole suffise pour tenir un Grand Prix? Je ne suis pas si certain que ça, parce qu'en Australie, ils sont trop précautionneux, peut-être, mais en tout cas, ils font les choses à peu près bien. Donc, on ne peut pas leur reprocher ça. Maintenant, voilà. J'ai peur. Oui, non, mais alors, tu viens de mettre le doigt en fait sur le nœud du problème, car le nœud du problème c'est quoi? C'est qu'effectivement l'Australie est un pays qui tout de suite, ou en tout cas très vite, a décidé l'an dernier de s'isoler. Oui. Donc toi comme moi, si on avait voulu aller en Australie pour les vacances de Noël, on n'aurait pas pu. Les étrangers ne peuvent pas aller en Australie actuellement. Et pour en sortir, les Australiens évoquent, et ce serait le cas aussi pour l'Open d'Australie de tennis qui va se dérouler à Melbourne, un isolement, une quarantaine de 14 jours obligatoire pour tous les étrangers qui viennent en Australie. Bon. Alors, on peut imaginer que pour le tennis, ce soit effectivement possible, parce que tu ne vas pas arriver la veille, Djokovic, il ne va pas arriver la veille de son premier tour. On est bien d'accord. Donc, il va arriver effectivement suffisamment en avance en Australie pour s'isoler quoi qu'il arrive 14 jours. Ensuite, sur 14 jours, il y aura l'Open d'Australie qui va se dérouler. Il y aura sans aucun doute un suivi, mais enfin, on va dire, le plus dur aura été fait, à savoir s'isoler 14 jours en préalable. Pour la Formule 1, bah oui, on imagine que c'est pas possible. Tu vas pas avoir les mécaniciens d'AlphaTauri qui vont venir 3 semaines en avance en Australie pour s'isoler dans un hôtel à Melbourne ou autour de Melbourne. Non. Donc c'est ça qui pose problème. Non, financièrement, ça peut pas être envisageable tout simplement. Et puis logistiquement, on sait que tout le monde vit quasiment dans des containers dans le paddock. Bon, les pilotes ont leur motorhome, c'est un peu un grand classique depuis des dizaines d'années. Mais c'est vrai que pour les équipes, faire le voyage entre la bulle d'un circuit et la bulle d'un hôtel, ça s'est fait déjà l'année passée. Maintenant, ce qui peut être envisagé, c'est effectivement cette quarantaine qui se met en place bien avant, donc début mars, partir en Australie, début mars, effectivement. Ça obligerait certains d'ailleurs à conclure leur contrat, puisqu'ils ne vont pas partir pour rien. On salue Lewis Hamilton, on en parle dans un instant. Mais c'est vrai que voilà, pour revenir au sujet, c'est dommage, mais c'est pas impossible non plus. Je vois bien la F1 essayer de tout faire pour garder une saison la plus normale possible dans les souvenirs et dans l'histoire, et montrer que par rapport à l'année dernière, même s'il y a eu peu de temps finalement entre... moi j'ai l'impression qu'Abu Dhabi c'était encore hier, il faut se parler clairement. Oui. Et on se dit, est-ce qu'au mois de mars, les choses vont vraiment avoir évolué? On sait qu'il y a des débuts de vaccins, etc. Les choses évoluent dans le bon sens, on l'espère. Mais est-ce qu'il faut coltiner, il faut le dire, des centaines, parce que c'est des centaines de personnes dans des hôtels pendant plus de 15 jours, aux frais des écuries, aux frais des pays qui gèrent les écuries, aux frais de la FIA, aux frais de Liberty Media. Je ne sais pas qui gère dans ce cas-là la prise en main de la bulle F1. Donc ça pose plein de problèmes, logistiques, humains, financiers. Ce serait une solution facile, mais est-ce qu'elle est viable financièrement, même si c'est la F1? Pas certain que les équipes acceptent. Bon, bah écoute, de toute façon, ça va être le feuilleton un petit peu, je pense, de ce mois de janvier, parce qu'on n'attendra pas mi-février, à mon avis, pour annuler s'il fallait annuler un mois avant. On va le savoir avant. Pour toi, il y a maintien, ou vraiment là, on attend de dire officiellement quand le Grand Prix sera annulé? Alors, moi, au moment où je te parle, où on enregistre donc ce 22e numéro de Green White Checker. Nous sommes le 5 janvier, désolé si le 6 à 8h du matin, les choses ont changé. On est désolé. Voilà. On fait avec ce Mais je pressens qu'effectivement, ce Grand Prix d'Australie n'aura pas lieu le 21 mars prochain. Oui, je le sens pas d'ores et déjà. Entre la rigueur australienne, la non-prise de risque qu'un organisateur ne peut pas assumer et toutes ces incertitudes. On a aussi l'exemple du Supercar. Jusqu'ici, le Supercar a repoussé le début de sa saison. On sait que pour les 12 heures de batteur, c'est aussi en difficulté. On sait que l'Adélaïde, c'est ça. Ah non, ça c'est sûr. Mais on est sûr les 12 heures de batteur, ça n'aura pas lieu. Voilà, non, ça c'est sûr. Mais que ce soit tout ce qui peut se passer jusqu'au mois de mars-avril en Australie en termes de sport mécanique, c'est quasiment le calme plat. Donc, pourquoi la F1 aurait droit à un passe-droit? Peut-être parce que c'est la F1, ça s'est déjà vu dans le passé, ce serait pas étonnant. Oui. Si pas, bon, écoutez, on n'a qu'à aller au Mugello. Voilà. Bon, écoute, il n'y aurait pas le... Si je regarde le calendrier, après c'est Bahreïn et après c'est la Chine. Tu sais qu'ils sont prévus le 28 mars et le 11 avril. Bon, bah là, moi j'ai envie de te dire, ça devrait le faire. Bahreïn, ils l'ont bien fait il y a quelques semaines.
Oui, je crois Une qu'on peut avancée, retourner à une Bahreïn. avancée du championnat à Bahreïn avec 2 manches comme l'année dernière, avec le circuit long. Est-ce que ce serait aussi une solution envisageable pour la F1 de se dire on ne va pas à Melbourne mais on va à Bahreïn? Est-ce que Oui, en termes de non, mais délai c'est ça. c'est viable? Mais oui, on démarre pas à Melbourne le 21 mars, mais on démarre à Bahreïn le 28 mars comme c'était prévu. Le deuxième Grand Prix devient le premier, on repousse d'une semaine. Bahreïn, ça le fera. La Chine, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ça le fera, puisque chez eux, Malgré ça tout, va ça a l'air bien. d'être bien géré. Ouais. Oui, oui. Tant mieux pour eux. Le 25 avril, je te rappelle, il y a toujours une date en suspens. Et Bon, oui. bah là, effectivement, s'il faut revenir en Europe et aller effectivement en Autriche, par exemple, avant d'aller en Espagne le 9 mai, comme l'an dernier, l'Autriche qui réaccueillerait tout le monde. Bon, Ouais, moi, ça me pourquoi semble pas pas. complètement impossible. Le circuit Non, n'est pas le pire écoute, non plus. Moi, aller une deuxième voilà. fois en Autriche, on l'a vu en début de saison, c'est tout sauf une tare parce qu'on a eu de très beaux grands prix et moi ça ne Ouais. pose pas de problème. Voilà. Donc, écoute, on en reparlera, c'est le principe de l'émission, du débat, mais au moment où je te parle, moi, je sens pas déjà ce Grand Prix d'Australie. On sait que c'est loin, que le déplacement en Australie, c'est toujours compliqué. Là, il y a quand même des restrictions très importantes d'un pays fédéral. Je les vois mal aussi la jouer exception Oui, parce que pour un malgré tout, sport. au-delà du problème, ou en tout cas du cas sanitaire, il y a le cas politique. Et on ne peut pas le retirer de l'équation. En tout cas, Bah oui. pour moi, ce qui est pris en exemple pour les compétitions australiennes, si on suit la logique, doit être pris en compte pour la Formule 1. oui. Donc il n'y aura pas de passe-droit, Voilà. même avec beaucoup d'argent sur la table, même si ça Voilà. ne se fait pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, l'aura de la F1 en Australie, Melbourne, c'est pas non plus vu complètement détruit, surtout qu'ils ont d'autres événements sportifs, comme l'Open, justement, que tu viens de dire, l'Open d'Australie, qui pourraient, Voilà. on va dire, compenser le manque d'événements sportifs dans la région. Donc, Voilà. wait and see, mais énormément de réserves, et je suis de ton côté pour ce coup, il n'y aura pas de débat. Pour moi, c'est non, pas d'Australie dans la situation actuelle, et vu comment les choses commencent à sentir mauvais. Bon, on est d'accord. Affaire à suivre, malgré tout, évidemment. Alors, autre affaire à suivre, même si là, on peut pas imaginer qu'on soit à la veille d'une bombe médiatique, mais le fait est qu'au moment encore où on se parle, Maxime, Lewis Hamilton n'est pas officiellement confirmé chez Mercedes comme pilote disposant d'un contrat officiel en 2021. Si je peux me C'est vrai que c'est un permettre, peu étonnant. rappelle-toi, il y a 4 ans, on n'était pas certain non plus qu'un certain pilote Mercedes allait prendre sa retraite le jour même. Une heure avant, on était persuadé que ça allait être Oui. signé. Ça n'a pas été le cas. On salue Nico Rosberg. Il nous a bien surpris. Alors, non, moi je vois juste un petit peu de panique comme avec Toto Wolff. C'est de la com et Hamilton sera là sur la grille. Bon, à Bahreïn, du coup, on va dire, mais non plus à Melbourne. Oui. Mais je vois mal Hamilton nous faire un faux bond et surtout à quelques victoires du chiffre magique des 100 victoires. Alors, la question sera tout autre peut-être à la fin de la saison 2021 quand il aura son succès, quand il aura battu et non plus égalé Schumacher. Voilà, on va voir un petit peu quelle sont sa philosophie et son évolution avec ces combats qu'on a maintes et maintes fois évoqués dans cette émission. Pour l'heure, moi je dis, soyons sereins. S'il y a un jet privé qui décolle pour aller à Melbourne au début du mois de mars, ou pour aller à Bahreïn, je suis sûr qu'Hamilton sera dedans. Et comme pour Toto Wolff, c'est un petit peu de la spéculation. On va pas retrouver Hamilton en Formule I tout de même, quand même. Oui, voilà, non. Voilà. Écoute, si on devait chercher ou émettre des hypothèses par rapport à cette attente et à ce retard quand même de contrat, bon, alors, je pense, il y a l'explication, tu as vu ça comme moi, que l'actionnariat au sein de l'équipe Mercedes a changé, ça a été annoncé durant les fêtes. Donc maintenant, pour résumer, si vous n'êtes pas au courant, sachez que globalement, l'équipe Mercedes F1, il y a 3 parts égales. Quasiment, oui. Alors, il y a Mercedes qui conserve quand même 33%, on va dire, de l'équipe. C'est bien le moins quand on s'appelle Mercedes, mais pas plus. Il y a Toto Wolff, qui est lui-même propriétaire à 1/3 de l'équipe, donc c'est pas rien. Et il y a maintenant Ineos. Vous, amateurs de sport, vous connaissez Ineos. Nous, en France, on connaît maintenant beaucoup plus par rapport au Tour de France Tout à fait. et à l'équipe cycliste. Mais tu sais aussi qu'Ineos est propriétaire du club de foot de Nice. Tout à fait. Donc on voit bien que ce groupe anglais investit de plus en plus dans le sport et se montre de plus en plus. Et c'est vrai que ça semble être un mariage qui a tout de suite correspondu. Quand on a vu Ineos sur les Mercedes en 2020, oui, c'est vrai que moi aussi je me suis dit, tiens, c'est pas mal, l'identité noire, tout ça, là, ça correspond bien, comme au cyclisme. Tu sais, l'équipe Ineos avec ses équipes Sky, elle est toute de noir vêtue. Ça m'a semblé assez raccord. Bon, on voit bien que Jim Ratcliffe, qui est le grand milliardaire patron d'Ineos, a décidé d'être un peu un nouveau Dietrich Mateschitz
réfléchi, c'est un peu comme Red Bull, maintenant on les voit partout. Et donc ce nouvel actionnariat, bon, je pense quand même que là on parle de sommes immenses, d'employés par centaines. C'est évident qu'il a fallu régler tout ça et que je pense qu'effectivement ça a été le dossier prioritaire de Toto Wolff depuis plusieurs semaines, de finaliser, et de Mercedes, de finaliser ce nouveau tour de table en quelque sorte financier. Donc je peux à la rigueur croire que le dossier Hamilton, qui semble évident, a été un peu repoussé et que Lewis Hamilton lui-même a dû être le premier à dire oui, on verra ça après la saison. Je sais pas, non, ça te semble assez logique ce que je dis aussi? Oui, parce que Toto Wolff est maintenant rassuré que l'avenir est garanti pour Mercedes grâce à un certain George Russell notamment. Donc il se dit qu'il y aura un après Lewis Hamilton. Donc il a plus ce besoin, cette urgence de verrouiller Hamilton puisqu'il y a déjà plus de place ailleurs. Tous les contrats sont signés. Hamilton est le seul pilote de la grille qui n'a pas de contrat. Et puis maintenant, comme on dit en argot, il a ses billes dans l'équipe. Donc vraiment, là, il a un tiers de l'équipe. Donc au-delà de ses fonctions sportives de directeur, il pourrait peut-être, dans un futur proche, effectivement, quitter ce rôle de chef d'équipe pour rester actionnaire et balader dans le stand un peu plus librement, on va dire. Mais peut-être préparer l'avenir de ce qu'il a construit pour ne pas le voir s'écrouler sur 6 mois, comme on a déjà vu dans le passé avec d'autres équipes, des gens qui avaient construit quelque chose et qui s'est écroulé sur quelques mois avec une autre direction. Donc oui, Toto Wolff a d'abord pensé à lui. Alors c'est pas de l'égoïsme parce que je pense que jusque-là il a fait du très bon travail avec Mercedes, hein, les chiffres parlent par eux-mêmes, on va pas se contredire là-dessus, mais c'est vrai que voilà, moi je suis absolument pas stressé pour Hamilton. Si il nous l'a fait à l'envers et ne sera pas sur la grille en 2021, qui dans la Mercedes, on va pas revenir sur le débat, mais je ne vois personne assumer aussi bien, sinon George Russell aurait déjà été confirmé. Donc voilà, il y a quand même une certaine logique. Hamilton nous fait un petit peu saliver, ça fait aussi partie du jeu de la com, ça fait aussi partie du jeu de se faire attendre, de donner envie aussi au public et aux fans de savoir si ça va continuer. Il faut bien vendre des casquettes pendant les soldes hivernales, hein, mon cher LFB, c'était le Black Friday à l'issue de la saison. Mais voilà, je n'ai aucune crainte quant au fait qu'Hamilton sera sur la grille cette année. Toto Wolff, lui aussi, a peut-être préparé son départ avec justement cette répartition départ, Ineos qui est un peu plus important. Alors, on sait que des parts d'équipes qui sont supérieures quand c'est un sponsor ou quand c'est une entité, ça annonce aussi de grands changements. On l'a vu par exemple avec Aston Martin et le retour de Lawrence Stroll qui a bien investi au point de changer une équipe quand même une nouvelle fois. Je pense que c'est une des équipes qui a le plus changé de nom depuis l'épopée Jordan. Donc voilà, c'est vrai que peut-être que Mercedes est sur ses dernières années d'existence comme on connaît l'équipe, mais c'est aussi préparer le futur et c'est pas forcément ce qu'a su faire Ferrari après un départ comme celui de Jean Todt, Ross Brown, etc. Donc c'est très respectueux, je trouve, de la part de Toto Wolff de préparer ce dans quoi il aura investi pour son futur quand il ne sera plus autant impliqué et devenir pas rentier, mais en tout cas gérer encore un peu la maison un minimum. Donc moi, tout me paraît normal dans ce qui se passe, vraiment. Oui. Il y a peut-être aussi un autre élément qui entre en ligne de compte pour ce retard. À mon avis, quand même, il y a de la négo. Et il y a de l'ego, d'ailleurs, au-delà de la négo. Parce que je pense que Lewis Hamilton, quand même, n'a jamais oublié d'avoir une certaine valeur et de vouloir la voir s'exprimer par un salaire conséquent. Ça, je crois qu'effectivement, ça fait partie de sa personnalité. Il t'a pas échappé peut-être que ces derniers temps, il y a eu des contrats records qui ont été signés en NBA notamment, et en France, on est les premiers touchés puisque Rudy Gobert, que tu connais, et dont je me permets d'ailleurs de dire que je le connais personnellement aussi, mais bon, je t'expliquerai un jour pourquoi. Donc Rudy, effectivement, a eu un contrat mirifique sur 5 ans de 200 millions de dollars. Bon, je pense quand même que Lewis Hamilton, il y a un petit côté aussi de renégociation salariale et d'être à la hauteur de ce qu'il est maintenant, effectivement, un septuple champion du monde, une légende absolue dans l'histoire du sport automobile et le meilleur pilote actuel. Je peux pas m'empêcher de croire qu'il y a aussi une discussion à ce niveau-là. Voilà. Et toi ? Après, quand on en est au point où Lewis Hamilton est capable de changer les couleurs d'une écurie et d'une marque, je pense qu'on peut prendre le temps de négocier beaucoup de détails. Pour un contrat comme le sien, aujourd'hui, il a une image qui est inégalable en Formule 1, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça c'est à l'appréciation de chacun. Mais en tout cas, on doit respecter ce qu'il est, les causes qu'il défend qui sont pour moi justes. La manière dont il les défend, c'est peut-être aussi discutable. L'implication d'un pilote au nom d'une équipe, c'est-à-dire que Mercedes, c'est devenu l'équipe Hamilton, un peu comme, on a eu Schumacher était l'équipe Ferrari, était l'équipe Schumacher, comme aujourd'hui Verstappen commence aussi avec Red Bull vraiment à s'instaurer comme le pilote de l'équipe. Je trouve qu'Hamilton, aujourd'hui, il est indéboulonnable de Mercedes dans l'esprit, dans le commun des gens, dans l'idée de voir un pilote aussi impliqué. Pour moi, ça ne s'est plus vu depuis très longtemps, et ça se comprend, et voilà pourquoi
voilà, les négociations sont longues et je suis peut-être en train de te dire qu'ils négocient le nombre d'étoiles sur le capot moteur de la voiture, mais on en est quasiment à ça. Il faut savoir que ça peut aussi se jouer à ça. Peut-être pas rompre un contrat, mais je pense que voilà, il n'est pas à 1 million près. Il sait qu'il est le meilleur, il sait qu'il est le pilote le plus connu et le plus réputé du plateau. Maintenant, il en joue, c'est tout à fait logique. Il doit le faire aussi pour sa carrière et pour son futur. On ne sait pas ce que sera son avenir, parce que lui aussi, on a souvent parlé des pilotes qui n'avaient pas d'avenir après la F1. On voit Fernando Alonso qui revient parce qu'il ne sait faire rien d'autre. On a eu des pilotes qui sont partis faire du golf, du sport, de la politique, qui avaient d'autres passions. C'est le cas d'Hamilton. Donc, j'aurais moins de mal à le voir quitter la F1, même contre plus ou moins d'argent, etc. etc. Donc, voilà. C'est du détail, comme tu dis, et ça va se faire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais je comprends que ça prenne du temps, en tout cas. Le garçon a l'air pointilleux sur ses petites lignes au crayon dans la marge. Voilà. Bon, bah, suite au prochain numéro, donc au prochain numéro de Greenway Checker. Pour conclure cette première partie, ça va rejoindre ce qu'on avait dit au début, finalement, avec le calendrier et Melbourne et les questions qui se posent. Je voudrais te poser la question sur la Formule électrique, la Formule I. Tout à fait. Puisque quelque part, ça rejoint, ça y est. On sait aussi que là aussi, à ce niveau-là, au calendrier, c'est bouleversé. On annule on reporte la première manche au Chili, hein, on est d'accord. C'est ça, en fait, la première manche a été complètement annulée. Elle devait avoir lieu ici les 16 et 17 janvier. Alors pour moi, c'était intéressant parce que j'avais la possibilité de m'impliquer un peu plus avec la Formule I au sein de la télévision belge. Ça ne se fera pas tout de suite, ça prendra du retard. On a vu que les prochaines manches qui sont en Arabie Saoudite sont maintenues. Je sais que c'est le 26 et 27 février. Donc pour l'instant, on perd un mois dans le calendrier. Est-ce que la première manche qui est pour l'instant mise en suspens, elle n'est pas annulée complètement pour le coup? On va voir si elle sera réinstaurée plus tard ou si elle va tout simplement passer à la trappe. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Mais ça témoigne aussi que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Australie avec la F1 ou en Europe avec le Monte Carlo, parce qu'il y a aussi eu des mesures qui ont été prises en WRC pour la première manche du championnat, où il n'y aura ni spectateurs ni spécial de nuit cette année, ce qui est assez impensable malgré tout. C'est que le Monte Carlo avait l'année passée filé entre les mailles du filet du Covid. Donc voilà, ça témoigne que partout dans le monde, il reste quand même ce côté sceptique, cette prise de risque minimale, et c'est tant mieux parce que c'est ce qu'on veut finalement, c'est de venir à bout de cette situation pour retrouver les circuits, nous passionnés, parce qu'on n'a pas la chance forcément d'avoir autant l'accès que les gens du métier ou les sportifs forcément d'aller sur une piste ou sur un rallye. Donc voilà, la Formule I prend le chemin de l'année passée, comme la F1, comme le WRC. Donc voilà, je pense qu'on est loin d'en être sorti de cette calamité de Covid. Maintenant, voilà, la Formule I a de quoi rebondir. On sait que c'est ce qui occupe souvent les fans pendant l'hiver. Hein. C'est un peu le championnat routier le plus intéressant à suivre, malgré tout. Au-delà du Dakar et du Trophée Andros et d'autres disciplines spécifiques à l'hiver. Mais voilà, la Formule I, c'est nouveau. C'est aussi une discipline qui a besoin de visibilité parce qu'elle est en train tout doucement de dégringoler. On a eu le départ à l'issue de cette 7e saison de beaucoup de constructeurs. On sait que BMW va partir. On sait que d'autres aussi. Donc, voilà, c'est pas la meilleure saison pour avoir des soucis en Formule I, donc wait and see, comme tu dis, on espère se retrouver mi-février. On croise les doigts avec la première manche qui devrait être maintenue donc en Arabie Saoudite, et la première, on ne sait pas. Et bien justement, ça sera la transition, tu parles d'Arabie Saoudite, et ben on va entamer la deuxième partie de Green White Checker, le drapeau blanc est agité et on va parler du Dakar. Allez, c'est un des rendez-vous classiques de chaque hiver de sport auto, et donc il fallait bien qu'on en parle dans Green White Checkered. Alors on l'avait pas fait jusque-là, pourquoi ? Parce que cette émission, elle n'existe que depuis le printemps 2020, mon cher Maxime. On n'a pas encore fêté notre première année d'existence, donc l'année dernière, nous n'avions pas parlé du Dakar, parce que c'était terminé depuis un certain temps, mais en 2021, nous pouvons le faire. Donc le Dakar, ça y est, c'est parti. Alors c'est en Arabie Saoudite. Évidemment, je suis obligé quand même de te poser la question un peu d'introduction, parce que je sais non seulement que nous ne sommes pas de la même nationalité, mais même pas de la même génération. C'est vrai qu'il y a un peu un mythe en France autour du Dakar. Mais quand on parle de ce mythe, je te le dis franchement, on fait référence au Dakar des années, fin des années 70, le début du Dakar, et les années 80 en Afrique, avec des grands pilotes comme Jackie X, effectivement, et Claude Brasseur qui nous a quittés récemment. Cette association X Brasseur, c'est vrai qu'elle est légendaire par rapport au Dakar, et quelque part, elle la symbolise totalement. Et puis ensuite, les grandes épopées Citroën ou Peugeot au Dakar. C'est vrai qu'en France, il y a toujours eu un affect très particulier avec cette course, même s'il y a toujours eu des critiques. On va en reparler, bien sûr. Est-ce qu'en Belgique, le Dakar a aussi été suivi, a aussi eu un statut assez célèbre? Tout à fait. Certains départs étant donnés dans ma région à l'époque, j'ai eu la chance d'aller voir le
prologue du Dakar qui avait lieu dans certaines régions, jusque même en Flandre, dans la partie du nord du pays. Oui, bien sûr, l'aura du Dakar, elle est exceptionnelle aussi chez nous. Elle a malheureusement été ternie ces dernières années pour les raisons qu'on connaît, mais oui, l'origine du Dakar valait énormément. Alors tu cites évidemment notre ami Jackie X et Claude Brasseur qui ont quand même couru sur Mercedes, Porsche, Citroën et sur Lada, faut pas l'oublier aussi, à l'époque c'était assez original, mais oui. Voilà, donc c'est vraiment une légende autant qu'en France, même si la légende a été un peu créée par les pilotes belges qui l'ont fait, bien sûr, pas autant que les Français. Moi, je me souviens de pilotes moto, enfin des Mahoney, des gens qui sont beaucoup moins connus aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient sur le devant de la scène. Les frères Marot aussi avec leur 4L et leur Renault 20 aussi plus tard. Donc voilà, c'est plein d'histoires, plein de légendes que moi j'ai toujours adorées, qui ont été vraiment marquées dans mon enfance par, faut le dire, France Télévisions, avec les reportages et les heures de direct pendant la nuit, avec le journal de l'étape, etc., avec Gérard Rolls, etc., etc. Donc moi j'ai grandi avec ça, puisqu'on l'avait facilement à l'antenne aussi, on avait des spéciales entières, et oui, c'était des marques qui se battaient. Je me souviens des Citroën ZX avec Pierre Lartigue aussi, avec vraiment des époques qui ne sont plus possibles aujourd'hui. Alors moi j'ai pas connu les années 70-80 parce que je n'étais pas né, désolé, mais c'est vrai que dans les années 90 il y avait vraiment cette aura jusqu'à la période des 2000 avec les buggy de Jean-Louis Schlesser en fait finalement. Et après cette époque là ça a été un petit peu pour moi perdu de vue parce que moins de visibilité. Il y a eu Volkswagen aussi qui est arrivé après toute cette phase où il y avait les Mitsubishi qui se battaient contre Schlesser, et puis voilà, moi j'ai perdu un petit peu le fil au milieu des années 2000 quand il y a eu un grand chamboulement avec Volkswagen, avec Citroën, avec Peugeot, avec plein de constructeurs qui sont venus se mêler à la bagarre, et récemment donc Toyota et Mini qui depuis occupent le devant de la scène avec quand même des stars et des pilotes qui sont devenus des références dans le rallye raid aujourd'hui, une discipline qui, je pense que tu es d'accord avec moi, manque malgré tout de visibilité chez nous, oui. Il faut le dire quand même. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, donc moi j'ai couvert professionnellement pour France 2 3 Dakar en 94, 95 et 96. Je sais pas si tu aurais pu me voir à l'époque, mais je participais. J'étais dans mes archives, je vais être honnête avec toi. Oui, j'ai des documentaires de l'époque, oui, dans mes archives, bien sûr. Évidemment. C'était l'émission Bivouac, le soir. C'est ça. Voilà. C'est pas le journal de l'étape, c'était le bivouac que j'enregistrais sur VHS. Désolé, mais ça fait mal, voilà. Mais c'était comme ça. Qui était diffusé vers minuit, en tout cas après le dernier journal de 23h comme on disait à France 2. Alors on l'enregistrait globalement entre 19 et 21h sur place en mode un peu plan séquence. On allait à la rencontre de pilotes et puis on commençait à tourner, puis on savait que ça durait 5 minutes. Le caméraman allait faire le tour de la machine, tout ça, pendant que moi je m'entretenais avec le pilote. Puis c'était en boîte, quoi. On avait d'une prise, on avait 5 minutes parce que tu pouvais pas fignoler. Puis les bivouacs justement du Dakar, crois-moi, bon c'était encore en Afrique évidemment à cette époque, c'était sur des hectares entiers. Fallait ça prendre devait un quad immense. C'est pas un camping, voilà. C'est une ville ambulante, quoi. Et puis effectivement, juste pour te rappeler que moi quand je regardais ça, c'était présenté des pilotes qui n'étaient pas sur le devant de la scène, donc c'était souvent ceux qui galéraient, ceux qui avaient le numéro 6422, enfin tu vois ce que je veux dire, ceux qui étaient vraiment pas sur le devant de la scène. Et j'aimais beaucoup ces séquences là parce que c'était vraiment l'âme du Dakar qui était un peu sauvegardée, préservée et mise en avant. Je t'en prie. Oui, c'est ça. Non, on est bien d'accord. En tout cas, donc moi, j'ai un rapport au Dakar qui existe, puisque je l'ai couvert, je suis allé sur place, et c'est même grâce au Dakar que j'ai pu voir des endroits exceptionnels. J'avoue que la Mauritanie m'a beaucoup marqué, le Mali aussi, quand tu vois Tichit en vrai, cette ville un petit peu crépusculaire et en même temps comme ancestrale, oui, c'est au milieu du désert, c'est des moments extraordinaires. Le problème du Dakar, c'est qu'il y a toujours eu effectivement les détracteurs du Dakar. Pourquoi ? Parce que effectivement, ça donne quand même l'image, il faut bien le reconnaître, d'un terrain de jeu de pays riches qui vont dans des endroits où effectivement une certaine pauvreté, un certain dénuement, une certaine sécheresse, famine, pourquoi pas, règne. Et effectivement, c'est pour ça que le Dakar a aussi un peu toujours été critiqué. Et cette année, on est en Arabie Saoudite, et là on va en parler évidemment dans un pays qui là aussi est sujet à moult interrogations. Voilà. Donc moi, pour conclure sur ce sujet-là, c'est vrai que je pense que le Dakar,
ferait taire toutes les critiques, parce qu'au niveau de l'idée sportive, c'est génial. On adore le rallye, j'adore le WRC, mais l'idée d'un rallye raid, où effectivement, c'est pas des spéciales de 20 km, c'est des spéciales de 200, 300, 400 km, où on traverse des paysages de dingue, des déserts, avec un côté aventure, un côté défi, un côté challenge ultime. Bon, bah, c'est fabuleux, c'est génial. C'est effectivement le rallye raid, moi je trouve que c'est une discipline extraordinaire, pour le dépassement de soi, en tout cas, ça c'est l'évidence même. Bon, mais effectivement, si on voulait être dans des pays où il n'y a aucun problème, des grands terrains de jeu qui ne poseraient pas de problème, ben c'est vrai que ce qui se passait en Amérique du Sud, c'était parfait. Oui. Parce que quelque part, là tu peux pas non plus aussi accuser par rapport à je ne sais quelle considération sociologique, quoi. Bon, le problème de l'Amérique du Sud, c'est que ce virage Amérique du Sud au Dakar n'a jamais pris. Parce que on a toujours été dans la nostalgie de l'Afrique. Et surtout, il y avait un gros problème de décalage horaire, qui fait que là, le décalage horaire, il est dans le mauvais sens. Quand les spéciales arrivent, quelque part, tu vas te coucher parce que ça y est, c'est déjà la soirée en Europe et tu sais que tu n'auras pas les images avant très tard après. Donc là, ça a toujours posé problème. Et c'est dommage parce que quelque part, c'était le terrain de jeu. Bon, pour finir sur cette introduction que je me permets, bon, on en arrive à la situation 2021. Pour la deuxième année consécutive, on est en Arabie Saoudite et on tique un peu, hein Maxime. C'est sûr que c'est quand même pas le pays, c'est pas l'idéal pour les droits des hommes et des femmes. Je suis désolé de le dire comme ça, non ? Bah, je préférais l'époque où le Dakar était on va dire en balance dans le cœur des gens parce que ça polluait, parce que ça laissait des déchets, et parce que ça roulait à fond dans les villages. Ok, c'était pas mieux, mais c'était quand même mieux, si tu vois ce que je veux dire. Quand on met deux choses négatives, on a toujours une qui est un peu plus que l'autre quand on fait une comparaison. Bon, moi j'ai jamais été forcément pour. Je ne sais pas si le Dakar va se sortir grandi de cette phase en Arabie Saoudite. Est-ce que ça va rapprocher les gens de la nostalgie de l'époque africaine? Non, aucun pays ne le fera parce que c'est là-bas que doit avoir lieu le Dakar. Ça ne s'appelle pas le Dakar pour rien. Alors oui, ça fait un peu réaction à l'ancienne, tu vois, ça fait un peu vieille génération de dire ça que c'était mieux avant, mais oui, c'était mieux avant. Je suis désolé, déjà quand le Paris-Dakar est devenu le Dakar, ça a été une transition qui n'a pas été appréciée par les organisateurs en France, qui n'a pas été organisée par certains partenaires qui sont partis. Je sais qu'à l'époque, il y avait Elf qui était présent, il y avait beaucoup de grosses sociétés françaises qui étaient présentes qui se sont dit bah non, du coup, c'est plus le Paris-Dakar. Donc voilà, c'était une première déchéance, même si ça s'était très bien passé, qu'il y avait eu de très belles éditions. C'est vrai que oui, l'Amérique du Sud, ça m'a jamais attiré, vraiment, je t'avoue. Et puis la compétition en tant que telle, aussi, il y avait toujours une domination d'un ou autre constructeur. Il y a eu aussi des choses. Moi, j'ai pas aimé toutes les phases où il y avait Robbie Gordon qui a pas donné une très belle image non plus avec son comportement un petit peu cow-boy à l'américaine en tirant presque au fusil dans son Hummer. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui négativement se sont cumulées ces dernières années et n'ont pas redoré le blason du Dakar. Et je pense que depuis 2 ans, l'Arabie Saoudite a été le coup de massue qui m'a définitivement. Alors c'est pas définitif. Je ne vais pas ne pas regarder une compétition parce qu'elle se trouve dans un lieu où je ne suis pas d'accord avec les lois, la mentalité, etc. Sinon, on peut regarder que la moitié de ce qu'on suit comme compétition. Mais malgré tout, on est légitimement en droit de se poser la question, est-ce que c'est la solution la plus facile aujourd'hui? Tu es d'accord comme moi que quand tu regardes les voitures et les sponsors qu'il y a dessus, on est d'accord que le paysage et la visibilité elle doit être là-bas, hein, entre les Abu Dhabi Airways, etc., etc. Etihad, tu te dis que bon voilà, les sponsors ils sont plus du tout en Europe, le pétrole, l'argent est là-bas, donc on va rouler où il y a de l'argent. D'autres disciplines le font, ça me choque pas que le Dakar le fasse. Maintenant les raisons fondées, le fait que certains pilotes ne veulent plus y aller pour ce genre de raisons aussi, des pilotes qui ont peur, hein. Moi je me rappelle qu'en Afrique j'ai vu des archives il n'y a pas longtemps où des pilotes de moto tombaient et se faisaient attaquer à la mitraillette parce que tu venais chez nous déranger. Voilà, je pense que là-bas c'est tellement frotté par des billets, tu vois, les voitures, que je me dis, voilà, je me trompe peut-être, mais voilà, ça enlève le peu d'âme qui restait à cette discipline qui mériterait beaucoup, beaucoup plus d'aura, malheureusement. Ouais. Voilà, c'est... Après, je suis la compétition, attentivement, le côté sportif, c'est ça le plus important, mais le cadre est parfaitement discutable et ne me plaît pas, vraiment. Voilà, donc écoutez, Greenway Checker, on n'est pas une émission politique, donc on va pas en faire des tonnes. Non, bien sûr. Vous avez compris que oui, on se pose des questions, qu'on s'interroge. Non, mais que nous, je pense que nous sommes dans un rôle aussi normal et légitime, donc on l'a fait. Après, effectivement, on est comme on est commentateur, on est observateur de sport auto, et effectivement, moi, je suis très attentivement, effectivement, une belle bataille entre des personnes que j'apprécie, que j'admire, comme Sébastien Loeb, comme Carlos Sainz, comme Nasser Al-Attiyah, comme Stéphane Peter Hansel, qui est un mec génial,
qui était déjà, quand j'y étais, le roi Bien du sûr. Dakar à 2 roues, et qui est un type que j'apprécie beaucoup. J'avais été chez lui plusieurs fois faire des reportages. Vraiment, j'adore sa personnalité à Stéphane. Bon, tout ça pour dire que oui, évidemment que je vais m'y intéresser, évidemment que je vais suivre pendant 15 jours, et évidemment que dans 15 jours, pour le prochain numéro de Green Checkered, Maxime, on tirera le bilan de ce Dakar et on commentera aussi ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'il y a de beaux décors, ça c'est sûr, et il y a une vraie compétition sportive là qui a commencé sur les chapeaux de roue et qui est passionnante, hein, entre les Buggy X-Red et les Toyota, c'est super. Et puis Loeb avec sa ProDrive, là, son Buggy ProDrive, c'est super. En voiture, il y a trois voitures différentes aux 3 premières places. C'est longtemps que c'est pas arrivé, quand c'était pas une domination Mini ou Toyota ou Peugeot, donc c'est très agréable effectivement. Ouais, et donc, un Français en tête. Et oui, au moment où on se parle, Peter Hansel a bien repris le pouvoir. Il y a même Chris Meek, t'as vu? C'est vrai que pendant les vacances, j'avais pas fait gaffe. Chris Meek est là, et moi, Chris Meek, bon, je m'en souviens avec une certaine... Écoute... Oui, un jour, là, on fera peut-être des numéros spéciaux sur certains pilotes, pourquoi pas après tout, hein, pourquoi pas aborder un pilote et faire un débat dans une des parties. Tiens, tu vois, en direct, mesdames et messieurs, nous avons une idée éditoriale, mais ouais, un jour on s'organiserait 10 minutes sur Chris Meek, je pense que Maxime, on pourrait s'amuser. T'as pas mal de choses à me dire visiblement. Voilà, il y aura du pour, du contre, du positif. Des factures de carrosserie, il y aura plein de choses. Voilà. Mais voilà, typiquement un personnage qui pourrait faire l'objet d'un petit débat comme ça entre nous. Tiens, on retient l'idée, hein, d'accord. Bon, allez, je te propose d'enchaîner avec la 3e partie. Alors là, c'est pas la chaleur et les déserts de l'Arabie Saoudite, mais c'est bien le froid et la glace. En France, le Trophée Andros. Allez, checkered flag, le drapeau à damier, mais c'est pas encore complètement fini, restez avec nous une petite dizaine de minutes, on va parler du Trophée Andros, épreuve hivernale aussi classique. Alors là, je vais encore te poser la même question, Maxime. Parce que nous, en France, le Trophée Andros, c'est vrai, c'est un peu légendaire. On sait que c'est tous les mi-décembre, fin janvier, que c'est un spectacle sympa, ça change un peu. Il y a toujours des super pilotes qui y vont, hein, sans même aller jusqu'à Alain Prost, mais si, bien sûr. Yvan Muller, on va certainement en reparler, qui était la légende de l'Andros. Et puis cette année, écoute, moi je me réjouis de voir qu'Aurélien Panis est là à prendre la relève après son père, puisque Olivier a aussi fait longtemps l'Andros. Yann Erlaché, que j'ai reçu dans l'Afterlap pendant les vacances avec un entretien pour revenir sur son titre en WTCR, est en train de briller sur l'Andros. Donc moi je trouve qu'au niveau sportif, il y a du beau monde. Est-ce qu'en Belgique, le Trophée Andros est connu et est-ce qu'on le suit ? Beaucoup moins, je pense. Beaucoup moins. Comme c'est pas une épreuve dite mondiale à l'image du Dakar, comme on en parlait il y a quelques instants, je pense que l'Andros est un peu plus discret. Il n'y a pas de visibilité en termes de news, de suivi. Déjà parce qu'il faut être honnête, il y a peu de pilotes ou pas de pilotes belges, même si certains étaient proches d'équipes belges, notamment Aurélien Panis qui a roulé pour une équipe belge il y a peu de temps en circuit. Mais non, il y a eu une belle époque où le Trophée Andros était suivi en Belgique, puisqu'on avait des pilotes belges qui roulaient. Marc Duet avec BMW a fait de très belles choses au début des années 90. Bruno Thierry aussi a beaucoup roulé. Donc oui, il y a eu une mise en avant à l'époque, puisqu'il y avait des partenariats avec FINA, BMW, qui étaient très présents en Belgique en compétition et qui du coup se transmettaient par l'Andros. Depuis qu'on a perdu certaines chaînes de diffusion du Trophée Andros au milieu des années 2000, on a eu cette perte où on n'avait plus les finales au Stade de France, on n'avait plus tout ça en Belgique. Donc ça s'est perdu, ce qui est logique puisque c'est malgré tout une compétition très française, francophone, ça n'existe pas ailleurs, hein, c'est unique le Trophée Andros. J'ai eu la chance ce matin, alors je ne me demande pas pourquoi, de trouver des archives sur une petite chaîne YouTube discrète qui repostait les diffusions du Trophée Andros d'il y a 20-25 ans. Et je me rappelle qu'à l'époque, tu avais les 24 heures de Chamonix par exemple qui étaient diffusées quasiment en direct. Tu avais toutes les manches et tu avais en copilote de chaque voiture une star ou en tout cas une personnalité du groupe qui diffusait à l'époque et qui était en copilote et qui donnait son avis en direct sur ce qu'il voyait. Ouais, ça glisse, c'est pas mal, on a calé, etc. Voilà, ça c'était vraiment génial. Aujourd'hui, la discipline a évolué. Je salue les commentateurs qui sont vraiment, pour moi, exceptionnels, qui mettent une ambiance. Mais alors, en plus avec l'accent du sud, qui tranche vraiment avec la montagne. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a une ambiance tellement spécifique qui n'a pas changé, mais dans le bon sens du terme, tu vois. C'est vraiment le trophée comme on le suit depuis des années. Et on a beau avoir des dominations. Alors, il y a eu d'Hérault, il y a eu Dubourg pendant ces dernières années. Ça n'a pas enlevé le spectacle malgré tout. Il y a eu de l'évolution, il y a eu des nouvelles
des nouvelles disciplines, il y a eu des évolutions aussi depuis 2013-2014, où il y a eu des changements au niveau des noms des disciplines, on a des coupes féminines, on a de l'électrique, donc le trophée Andros sait se réinventer, et c'est ce qu'on reproche à beaucoup de disciplines, c'est que peut-être ils perdent en visibilité, ils perdent en intérêt, ils perdent en grille, en nombre de voitures sur la grille, alors que l'Andros, je trouve, a su faire une belle transition ces 10 dernières années. Et c'est un spectacle qui est toujours fun à regarder. Je suis désolé, hein, mais ces voitures qui glissent dans la nuit, c'est toujours très impressionnant. Bah oui, non, mais écoute, d'abord, il faut parler de e-trophée Andros, d'ailleurs. Tout à fait, tu me corriges et tu as bien raison. Oui. Voilà. Et pendant qu'on parle, vous voyez quelques images, car c'est aussi une des nouveautés de Green Match Checkered. On est en mesure maintenant de vous montrer quelques images vidéo grâce justement avec notre diffusion sur Motor Racing TV. Donc, c'est sympa, là, on se met dans l'ambiance, c'est dynamique. Mais moi, au niveau sportif, de toute façon, quand je vois donc Panis, Erlaché, Dubourg, Berton, Lagorce, Nicolas Prost est là aussi. Non, c'est quand même des noms intéressants et c'est vrai que ça remplit bien un hiver et au ça niveau le fait. Au niveau des équipes aussi, on a des constructeurs qui sont impliqués. On a le Sébastien Loeb Racing, on a l'équipe d'Yvan Muller, on a l'équipe de Pucier, on a Saint-Éloque. Il y a vraiment pour moi toutes les grandes équipes et tous les grands constructeurs français. On rappelle qu'on a des i208, on a des Renault Zoé. Donc il y a vraiment pour moi tout ce qui est de bien, on va dire, de mélioratif pour le trophée Andros, le e-trophée Andros, pardon, faudra s'habituer, avec le savoir-faire français, il faut le dire honnêtement, sincèrement. C'est génial de voir qu'on arrive à équilibrer ça avec les pénalités de poids et tout, ça a toujours existé, hein, mais ouais, c'est agréable à regarder. Et puis les manches sont rapides, c'est des sprints, c'est 5-6 tours, peu importe le circuit, mais je veux dire, ça va très très vite. C'est des circuits qu'on connaît, c'est des endroits où ça fonctionne bien. Il n'y a pas vraiment de perte non plus, parce qu'on est en période Covid, il faut le dire, de perte de public. Moi, je trouve qu'avec les murs de neige, il n'y a pas vraiment d'image choquante il n'y a pas de public. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que le spectacle reste aussi sympa. En télévision, en tout cas, sur place, je ne sais pas. J'ai jamais eu la chance d'aller voir une manche de trophée Andros, d'ailleurs. J'aurais pu y aller il y a quelques années, à l'époque où l'équipe belge comme Touillou avait engagé quelques Audi A1, ce qui avait peut-être d'ailleurs donné l'envie à Aurélien Panis d'aller se retâter à cette discipline avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais c'est vrai que voilà, j'aurais pu aller essayer de les suivre là-bas. Je ne l'ai pas fait malheureusement, mais c'est vrai que c'est une discipline qui m'a toujours fait rêver. Tu parlais de Laura en Belgique, oui c'est vrai que à l'époque Yvan Muller avec les finales au Stade de France, les diffusions en direct, c'était toute une époque. Mais aujourd'hui, voilà, c'est très français, mais c'est très bien. C'est pas un défaut, bien au contraire, c'est vraiment très agréable de voir les petits jeunes, des noms qu'on connaît pas, comme quand on suit parfois le karting ou les petites catégories de monoplace nationales ou un peu moins de budget, un peu moins précis. Là, on a vraiment les petits noms à essayer de suivre, à retenir pour que dans peut-être 4-5 ans on les retrouve en tourisme ou en GT français. Ouais, non, j'ai suivi pendant quelques années sur place pour Motors TV le trophée Andros. Écoute, c'était toujours un mélange de convivialité super, parce que oui, forcément, c'est une petite caravane. Il y a eu des bourre-pifs, mon cher LFB. Il y a eu des moments où certains sont allés donner le coup pack sur la portière. Hein. J'ai des souvenirs, il y a quelques années, ça a chauffé avec un certain monsieur Panis, père. Hein, donc, non, c'est vrai que parfois, il y avait les esprits s'échauffaient un petit peu, effectivement. Et puis quand Alain Prost était venu, ça avait fait un peu quelques jalousies, je vais dire ça comme ça. Mais bon, mais l'ambiance était quand même plutôt sympa les soirs. Ouais, tu te retrouvais dans les équipes autour d'un vin chaud, d'un pot sympa. Mais c'est très pro, hein. Ça j'avoue que c'est très pro, hein. On rigole pas, hein. C'est façon un peu, dans la journée, tu avais l'impression d'être dans un parc fermé WRC, quoi, tu vois, ça travaillait de manière aussi pro. Moi j'ai un souvenir évidemment assez ému de Yvan Muller, qui a un sacré caractère, ça Yvan on va pas le refaire, mais qui quand même était un mec génial pour le pilotage sur glace. Ça c'est sûr qu'il avait quelque chose en plus. Je te dis pas qu'il en a gagné 10, hein, donc c'est énorme. Il n'a pas toujours tout gagné non plus, mais il avait quelque chose, ça c'est sûr, au niveau du style, au niveau de l'approche. Il avait une opposition en piste, clairement, il les a pas gagnés facilement, ces 10 titres. Ouais, moi je me souviens à l'époque, face à Marcel Tarès par exemple, là aussi, ça nous remet quelques années en arrière. Avec des Citroën Xara et tout ça, c'est une belle époque. Et Dérault qui avait une Opel Astra aussi. C'est ça. Dérault, c'était une époque. Jean-Philippe Dérault, pour moi, a été le successeur naturel d'Yvan Muller, ça c'est sûr. Au niveau du style, de la vista, de la virtuosité. Il y a quand même 6 titres de la part de Jean-Philippe Dérault. Hein. Il y a quand même 6 titres de mémoire. Donc, le garçon n'est pas mauvais non plus. Et c'est vrai que cette année, je suis assez surpris, oui, dans un premier temps, mais curieux de voir si Yann Erlaché, qui de nos jours a acquis évidemment dans notre milieu une aura supplémentaire avec son titre WTCR, ça c'est incontestable. Et là, Yann Erlaché qui a l'air d'être super fort aussi sur la glace. Alors si vraiment après avoir suivi les traces du tonton sur les pistes, il devient maintenant l'égal de l'oncle
sur la glace et sur la neige, alors là, ça serait incroyable, comme quoi les gènes se transmettraient, quoi. Fallait pas lui mettre la voiture entre les mains, parce que je pense que maintenant il va plus la lâcher, il a rien d'autre à faire pendant la saison, donc là il va venir chercher ses titres en hiver. Non, moi j'ai été surpris de la capacité d'adaptabilité de Yann, qui s'est mis directement devant les Lagorce, les Panis, les Dubourg, les Berton, sans aucune difficulté. Ça a été presque trop facile. Alors il y a des images qui ont été marquantes aussi pendant ce week-end pour parler compétition et la domination de Yann, qui gagne une course quand même en Elite Pro, une finale qui était assez chaude face à Lagorce, qui se met tout seul au tas avec des freins en feu. C'est une image impressionnante de ce week-end. Franck Lagorce qui devait gagner cette deuxième finale Elite Pro. Finalement, Yann là se retrouve en tête du championnat, devant Dubourg, devant Aurélien, et on se dit le podium il est deuxième derrière Aurélien, parce qu'il il se retrouve sur le podium de la finale. Parce que les attributions de points sont assez complexes, que ce soit 20% de points dans les manches précédentes, que ce soit le point du meilleur tour de la pole, etc. Au cumul, c'est bien Aurélien Panis qui est en tête avec 126 points contre 122, je pense, pour Yann Erlaché et Jean-Baptiste Dubourg qui est troisième. Et voilà, donc pour le coup, c'est vrai qu'Yann est venu un petit peu mettre pas dire le grain de sable dans les rouages de certains, mais ce week-end c'était la bonne surprise. Et j'ai qu'une envie, moi, c'est d'être déjà Isola pour voir la suite, parce que je me dis, s'il continue à être aussi chaud bouillant, voilà, il va envoyer les watts, l'ami Yann. Voilà, effectivement, Yann a relâché les watts, oui, tout à fait, excellent. Bon. Copyright Maxime Potard pour ne pas le nommer. Bon, alors, le calendrier, effectivement, donc ça va reprendre à Isola 2000 dans quelques jours, donc on en reparlera évidemment dans 15 jours. Serre Chevalier ensuite est prévu, Lens en Vercors, qui est moi et mon circuit préféré. Parce que, je valide, je te suis totalement. T'es d'accord avec moi. Superbès le 30 janvier, et il y a toujours Val Thorens qui est prévu, mais malgré on ne sait toujours pas quand. Ouais, bon. Écoute, c'est vrai que oui, là aussi, la situation sanitaire fait que peut-être l'Andros, on verra s'il n'y a pas des petits ajustements qui vont, hélas, avoir lieu en janvier. Mais enfin bon, pour l'instant, c'est parti et c'est bien parti. Maxime, pour terminer, si tu m'autorises à te faire juste un petit état des lieux de ce qui se passe en Australie. Mais j'allais te le demander, mon cher LFB, que se passe-t-il en Australie? Tu sais que chaque fois, je garde toujours le même affichage en bas, c'est les dernières news d'Australie par LFB. Donc là, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à nous conter comme dernière news? Un truc en 2 minutes, et l'actualité des fêtes, on va dire, bon, tu sais que là-bas c'est l'été en Australie, c'est l'inverse, c'est que globalement à Noël et Nouvel An, c'est comme chez nous, tout le monde est en vacances, tout le monde est parti. Et ça se prolonge globalement jusqu'à mi-janvier. Mais le fait est que l'actu, elle tourne autour d'une seule équipe, c'est l'équipe Erebus, où il y avait donc David Reynolds et Anton De Pasquale l'an dernier. Oui. Avec la fameuse team manager, tu la connais au moins de vue, Betty Klimenko. Elle est immanquable, voilà, avec une certaine corpulence, et puis des tatouages. Des tatouages et tout, non mais elle est emblématique. Elle est incroyable. Bon, voilà. C'est une équipe qui est basée à Melbourne, mais sauf que depuis 15 jours, je t'annonce que on se pose quand même des questions. Donc Anton De Pasquale a été le premier à partir, recruté par DJR. Ouais, bon, ça se refuse pas, mais le fait est qu'Anton De Pasquale, qui était un peu l'étoile montante, a quitté l'équipe. On a appris dans la foulée que les 2 ingénieurs de piste des 2 pilotes partaient aussi. Et je crois qu'il y a d'autres personnes dans l'encadrement technique qui sont aussi parties. Donc là, une sorte de fuite un peu généralisée. Fuite des cerveaux, ouais, clairement. Je t'annonce, mais ça tu le sais, que David Reynolds, même s'il avait signé l'an dernier un contrat de 10 ans, puisqu'on avait beaucoup parlé, est déjà parti. Donc ça a été officialisé entre Noël et Nouvel An. Donc David Reynolds part à son tour. Et au moment où je te parle, on a appris il y a 2 jours que Penrite Oil, le sponsor, c'est Penrite, partait aussi. Voilà. Donc, c'est la Bérésina. Que va-t-il rester? Pas grand-chose. Alors voilà. Alors Betty Klimenko a fait un tweet ce matin, au moment où je te parle, enfin hier soir, mais bon, on l'a tous lu ce matin en Europe, où elle dit, bon, c'est la vie, c'est une décision business de Penrite, je leur souhaite bon vent, ça remet rien en cause pour nous, on a déjà remis en ingénieur des gens en interne. Bon, donc oui, ils avaient certainement pas le choix. On sait que les 2 pilotes pour l'an prochain, ils ont été officialisés, c'est Will Brown et Brody Kostecki. Donc là... c'est un peu comme si c'est un peu As, Schumacher, Mazepin. Voilà, voilà. Place à la nouvelle génération et peut-être aux sponsors qui vont avec. Voilà.
Donc, écoute, ils ont toujours 2 contrats, ils ont toujours une inscription en bonne et due forme, mais le fait est qu'une équipe, là, a vraiment symbolisé en cette période de fête une sorte de révolution totale et d'inquiétude quand même qui se pose, parce que là, c'est clair qu'ils redescendent à tous les niveaux, là, Erebus, et forcément, on s'interroge. Voilà. Après, à leur décharge, ils vont avoir un peu plus de temps pour préparer la saison, ça va peut-être les arranger pour essayer de sauver quelques contrats, voire sauver l'équipe en général. Voilà. Et le Supercars, je termine par ça, c'est une déclaration d'hier. Si d'aventure, parce que tu vois, le Supercars accompagne le mouvement, si d'aventure Melbourne n'avait pas lieu en Formule 1, le Supercars a déjà dit hier, par une communication officielle, qu'ils garderaient le week-end prévu à Melbourne et qu'ils iraient faire un meeting pour eux, pas en levée de rideau de la F1, à Sandown. Ouais. Ah oui. Ah, pourquoi pas, ma foi. Je sais pas ce que t'en penses, moi je serais pas trop contre, pour le coup c'est un bon... écoute, on est dans une optique de remplacement et d'adaptation, voilà, donc on voit que Sandown est dans les starting blocks pour récupérer n'importe quelle date, ça par contre, ils prennent à n'importe quel budget, je pense le plateau, ils le prennent, clairement. Donc, ça veut dire que oui, le Supercars est prêt à éventuellement s'adapter pour aller ailleurs. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que même le Supercars commence à communiquer sur le fait que Melbourne n'aura peut-être pas lieu en F1. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, c'est un peu les répercussions de ces championnats support. On sait qu'il y a la Formule 2, Formule 3, mais ça fait partie justement du giron F1. Mais parfois, il y a de la Porsche Cup, il y a des championnats nationaux, du GT, du tourisme, on a eu aussi parfois. Donc oui, voilà, l'exemple est parfait avec Melbourne. Et je voulais le faire tout à l'heure, cette transition, je voulais la faire en parlant du Supercar, mais j'attendais maintenant. Mais c'est vrai que voilà, les signes annonciateurs aussi depuis l'Australie sont dans le rouge ou dans le orange fluo. Et ça donne vraiment pas c'est vraiment pas de bon augure, je pense, pour la suite. Donc ils ont peut-être définitivement spoilé l'avenir de ce Grand Prix d'Australie qui pourrait une deuxième année de suite passer à la trappe. Voilà. Alors, pour terminer, parce que ça y est, c'est terminé, merci d'avoir été avec nous. On va quand même annoncer qu'on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro normal de Green White Checkered sur l'actu du sport auto. Mais pour célébrer ce passage à la nouvelle année, on va vous offrir un petit épisode bonus. Mais oui, un Green White Checker spécial Christmas, je sais pas comment on peut l'appeler, enfin bref. Et Maxime, on va, toi et moi, la semaine prochaine, vous proposer un numéro spécial bilan F1 2020. C'est le jeu classique qui est toujours sympa. On va revenir sur nos tops, nos flops, nos petites parades, nos moments qui nous ont marqués, les pilotes qui se sont mis en évidence. On va s'amuser à revoir. Positivement comme négativement d'ailleurs. Il n'y aura pas que des bons points qui seront distribués la semaine prochaine, on est d'accord. Voilà, donc Green White Checkered reviendra sous une forme un peu bonus dès la semaine prochaine, et puis donc la semaine d'après aussi pour un nouveau numéro. Bon, voilà, donc du coup on sera bien occupé et on sait que ça devrait vous plaire aussi. Maxime, c'est tout ? Bah écoute, oui, un petit détail tout de même, si vous nous suivez et que vous voulez découvrir un peu plus de notre contenu, les épisodes précédents, nos avis sur pas mal de choses qu'on a pu évoquer dans le passé ou tout simplement entrer en contact avec nous, et bien vous avez tous les liens qui vont s'afficher en dessous de nos charmants visages. Vous pouvez nous retrouver également, si vous nous suivez sur YouTube, dans la description, que ce soit l'entièreté de la playlist sur la chaîne de LFB ou sur la mienne, donc soit sur la chaîne de l'Afterlap, soit sur la chaîne Maxoul Pilote. Il y a toujours le site aussi, l'afterlap.com, qui est disponible. Bref, tout est écrit en dessous. Vous ne pouvez pas vous tromper. N'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes, puisque vous suivez les numéros pairs et impairs toutes les 2 semaines d'un côté et de l'autre. Merci LFB pour cet échange toujours aussi constructif et agréable. Et voilà, ton expérience, moi, me fascine toujours. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi, avec quelqu'un qui peut dire j'y étais, et ça c'est un privilège. Mais bon, je vais pas te cacher que je vais tenter de te rentrer un petit peu dans le lard la semaine prochaine avec le bilan, parce que attention, moi je vais pas être content. Je vais être le vilain petit canard moi la semaine prochaine, attention. Ok, bon bah allez, rendez-vous est pris. Merci Maxime, porte-toi bien, portez-vous bien tous. Encore une fois tous nos vœux pour 2021, et donc à très très bientôt. Salut à tous. Salut.